Il était une fois une Myriam Plamondon tannée de se faire dire « C'est moi le boss ici, tu vas faire ce que je te demande !» a décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici son histoire. Bonjour les pirates, bienvenue à la première chronique Cocktail avec des pirates du podcast Go Pirates. Cocktail avec des pirates, c'est simplement on rencontre des gens qui sont très intéressants, qui suivent au moins un des trends qu'on parle tout le temps dans notre podcast et qui sont prêts à vous apporter des trucs concrets pour que vous puissiez les utiliser pour piratiser votre environnement de travail. Mais le concept va un peu plus loin parce que quand même, on est des pirates. Cocktail avec des pirates, Maurice, on boit pour vrai, puis nos invités sont obligés de boire. Yes. Même s'ils ne boivent pas, là, ça peut être un virgin ou... Dis quelque chose, Myriam, qu'on te voit. Oui. Bonjour, Myriam. OK. Donc, bonjour et merci de me recevoir sur le podcast. Alors, aujourd'hui, je bois pour vous accompagner quelque chose de très simple, un cocktail à base de rhum avec du jus d'orange et le jus d'une lime fraîchement pressée qui a poussé ici au Québec sous mes bons soins. Alors, c'est possible, sachez-le. Si vous voulez vos propres agrumes à la maison, ça fonctionne et c'est délicieux. Tu bois beaucoup d'amour? Oui, je bois beaucoup d'amour, beaucoup de soins, beaucoup de colère, d'amertume quand ça va pas comme on veut. Plein d'émotions. Connais-tu le nom de ton drink? Non, mais je suis sûre que toi, oui. Oui, ça s'appelle un Bumbo. C'est exactement ce que j'ai. Il te manque juste un ingrédient dedans qui est de la noix de Grenoble. Oui, c'est ça, oui, noix de muscade. Donc, ce que tu bois, c'est un Bumbo. Il te manque juste un peu de noix de muscade ou peu n'importe quelle épice ça pourrait faire. C'est le drink pirate par excellence. OK? Les pirates ont inventé les cocktails modernes. Bon, parce que les cocktails, ça date de l'époque des anciens Grecs parce que le vin n'était pas toujours buvable et qu'il fallait qu'ils le mélangent avec de l'eau ou avec quoi que ce soit d'autre. Mais pour les pirates, c'est... bon, dans la marine, Hey, je me passe ça une leçon d'histoire, là? Oui. Tu as 1 minute. Oh boy. C'est passé. OK. Donc, l'origine des cocktails vient que sur les voyages de transatlantique, à l'époque, on amenait de l'eau avec soi parce que l'eau de mer, c'est pas buvable. Le problème, c'est que l'eau s'accroupit assez vite. OK? Donc, on distribuait des rasades de rhum aux hommes pour pouvoir les mélanger avec de l'eau puis la désinfecter un peu, la rendre meilleure au goût. Donc, c'était pas... donc, l'idée de diluer le rhum avec de l'eau, c'était pas pour rendre le rhum moins fort, c'était pour rendre l'eau potable. Du moins, quelque peu potable. C'est devenu, avec le temps, on a rajouté un petit peu de lime dedans, un petit peu de sucre, puis c'est devenu du grog. Okay? Ça, c'était le cocktail, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est essentiellement du rhum dilué, c'est pas très bon du grog. Qu'on servait aux marins dans la marine marchande ou dans la marine militaire. Maintenant, les pirates sont pas caves. Okay? Le grog, c'est une habitude qu'ils avaient, mais le grog, ça goûte pas très bon. Quand tu vis dans les Caraïbes, tu as accès à des fruits frais. Donc, ils ont commencé à remplacer l'eau par du jus de fruits, soit jus d'orange, jus d'ananas. Il y a toujours plus de jus de lime, beaucoup de sucre, puis surtout beaucoup plus de rhum. Puis n'importe quoi qu'ils peuvent trouver comme épice. Donc, c'est devenu le Bumbo, le premier girly drink qu'il y a eu, qui était en fait le drink favori des pirates. Et moi, pour être très sophistiqué, j'ai cet heureux mélange de boissons gazeuses brunes et de rhum. Santé à vous deux. Santé, les petits pirates. Santé. Donc, on a avec nous cette semaine Myriam Plamondon, fondatrice de Talent Fou et fan de Première Heure. Je voulais t'avoir en premier parce que tu es une des rares qui est venue me voir et qui me dit « J'aime vraiment ça, puis j'aimerais ça participer. » Puis évidemment, comme avec les discussions qu'on a eues, on s'est bien rendu compte que tu étais déjà à l'aise dans certains des trends que peut-être que tu ne connaissais pas déjà ou que c'était pas encore packagé dans ton esprit, mais que c'est déjà quelque chose que tu faisais, là, que tu approchais une de ces trends-là ou plusieurs là, de manière quotidienne. Fait que oui, parle-nous un absolument. peu de toi et de ce que tu fais. Oui, génial. Donc, moi, en fait, je mène une double vie. Donc, le jour, je suis consultante en psychologie organisationnelle et coach au sein d'une grande firme de consultants qui aident les organisations à relever vraiment tout ce qui est défi humain au travail. Donc, c'est assez large ce qu'on peut faire. Et moi, mon expertise, c'est beaucoup au niveau du développement individuel. Donc, entre autres, je fais des évaluations psychométriques pour aider les leaders à vraiment bien identifier leurs forces,
ce qui les motive, leur point de vigilance aussi, parce qu'on en a tous, hein. Puis, je conseille les organisations sur l'embauche, sur le développement des personnes à travers ces évaluations-là. Puis, je suis aussi coach de leadership, donc j'aide encore une fois les leaders vraiment à entamer une démarche de développement plus approfondie pour atteindre des objectifs qu'ils veulent vraiment atteindre. Puis, je fais aussi de la gestion de carrière aussi. Je suis conseillère d'orientation, donc j'aide aussi les gens à réfléchir autour de leur carrière. Fait que ça, c'est ma première vie. Puis, comme tu le disais, Olivier, ma deuxième vie, c'est qu'en avril dernier, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Talent Fou. Puis, j'offre des formations en ligne pour aider les futurs leaders à obtenir leur premier poste en gestion. Via Talent Fou, moi, j'essaie de créer des leaders qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, pas pour contrôler les autres, justement, mais plutôt pour les servir, pour les propulser, puis qui vont se placer d'égal à égal avec leurs employés. Puis c'est une mission à laquelle je crois énormément. C'est pour ça que je voulais venir vous en parler aujourd'hui. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu tout de suite un coup de cœur, en fait, pour votre approche, qui est très empreinte de liberté, puis dans laquelle je me reconnais beaucoup parce que je suis un peu rebelle à mes heures, tout comme vous. À la bonne heure. À la bonne heure. Dis-moi, pour les auditeurs, c'est quoi pour toi un leader? Parce que tu as dit le mot leader plusieurs fois, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, c'est très large, puis chacun a sa définition et je crois que c'est correct. Je ne crois pas qu'on ait à imposer une définition unique du leadership. Je pense que le bon leader, c'est un peu comme un caméléon. Donc, il est capable, en fait, d'ajuster son style à la personne qui est devant lui. On n'aime pas tous être motivés de la même façon. Il y a des concepts qui se rejoignent. Là. Personne n'aime ça se faire crier après, on s'entend. Personne n'aime ça se faire contrôler à outrance. Mais au-delà de ça, on a tous des différences individuelles. Et le bon leader va être capable de les capter puis d'ajuster son style. Et c'est comme ça qu'il va réussir à motiver toutes sortes de personnes puis à rassembler les gens malgré les différences. C'est ça la définition. Es-tu en train de suggérer que des leaders parlent avec leur monde? Oui, j'ai l'audace de vous suggérer ça. C'est épouvantable, ça. Tu es une hérétique. C'est vrai, je suis vraiment radicale, mais il faut dire qu'en 2020, les leaders n'ont plus d'excuses parce que des outils puis des gens qui veulent les aider à se développer, là, il y en a partout, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, il y en a des très, très bons. Donc, pas d'excuses pour ne pas se développer, en fait, par rapport à son leadership puis pas aller parler à son monde, pas en 2020. Mais moi, ce que j'entends souvent quand je vais voir des clients, c'est « mais j'ai plus besoin d'avoir à me développer, je suis rendu un leader, je suis rendu au top, moi je suis arrivé, je le sais comment faire. » Absolument, et c'est un piège très fréquent. Et ça, je te dirais, dans ma pratique, je le vois beaucoup chez les leaders qui voulaient devenir gestionnaires pour le pouvoir, pour avoir plus d'influence sur les décisions. Alors que les leaders qui sont là vraiment pour connecter avec les gens puis pour être humains, ils savent qu'ils ont toujours à se développer pour continuer d'être mobilisants, d'être inspirants, d'être branchés sur les besoins des employés. Alors, tu vois, c'est un discours que j'entends moins chez les leaders qui sont là justement pour les bonnes raisons selon ma définition. Et souvent, ces leaders-là, ce sont des leaders qui vont émerger, là, les bons. Là. Ce sont des gens qui n'avaient pas ça comme plan de carrière du tout. C'est juste que, surprenamment, les gens commencent à les suivre. Oui, c'est pas rare que j'ai des gestionnaires qui m'envoient en évaluation leurs professionnels à haut potentiel, puis ils me disent « Myriam, j'aimerais ça que tu le convainques de devenir gestionnaire. C'est le mandat qu'ils veulent me donner. » Et là, je dois leur dire « Là, c'est pas tout à fait ça mon rôle. Là. Je suis pas là pour convaincre les gens d'aller dans une direction pour leur carrière. Mais par contre, je peux l'aider à réfléchir puis possiblement l'aider à se défaire de certaines croyances. » J'écrivais justement un article là-dessus. Il y a des gens qui ont beaucoup de craintes à devenir gestionnaire. Ils ont peur de manquer de temps, d'être stressés. Ils ont peur de ne pas passer auprès de leurs équipes. Puis en fait, c'est souvent ces leaders-là qui sont les meilleurs parce qu'ils ont le souci de performer, de s'intégrer à l'équipe, d'apporter une valeur à l'entreprise, de rendre les gens heureux. Alors, c'est d'eux dont on a besoin dans des postes de leadership. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis passé par là, moi. Moi, c'était vraiment à force de, tu sais, j'ai eu le chemin idéal pour frapper mon principe de Peter, que tu dois connaître, Myriam. Oui. OK, on en parlera un petit peu plus tard, mais donc j'étais un développeur junior, intermédiaire, senior, puis une année team lead, puis gestionnaire. Tu sais, j'ai fait... Mais en gestionnaire, j'avais peur, là. Je ne peux pas imposer des affaires. Pas de main que je marche, moi. Puis, je n'étais pas un très bon gestionnaire au départ parce que, un, je n'ai pas été accompagné, puis deuxièmement,
Je regardais ce que les autres gestionnaires faisaient, mais j'essayais de faire pareil. Ça se passait pas très bien. OK? Il a fallu que j'aille parler avec un directeur d'un autre département dans la compagnie qui a accepté d'être mon mentor. Lui, il m'a fait comprendre que, tu sais, Olivier, ton instinct, là, elle te sert bien, là. Parce que la manière que tu as envie de te faire traiter, c'est comme ça, il faut que tu traites le monde. Puis il m'a dit une chose importante, un gestionnaire, c'est un spécialiste de l'être humain. Ah oui, hein? Là, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose dans ce rôle-là. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai émergé comme... Je me fiais beaucoup à ce que je pensais qu'on attendait de moi. C'était ça l'erreur. J'aurais dû faire ce que je pensais que les autres avaient besoin que je leur apporte, tu sais, mes employés, mes collègues. Oui, et peut-être aussi de concentrer sur moi, quel genre de leader je veux être. Voilà. Comment je veux qu'on me décrive, puis partir de ça pour te développer ensuite, puis aller vers cette meilleure version-là de toi-même qui a un sens pour toi. Là. J'irais même plus loin. Quel genre de leader j'ai toujours eu besoin? C'est ce leader-là que je dois devenir, tu sais. Puis quand j'ai eu cette réalisation-là, ben c'est ça qui est arrivé. Puis en même temps, je croisais Maurice, puis... Et voilà, on a un podcast. Ça nous amène à aujourd'hui, effectivement. Ouais. Puis c'est vrai, il faut penser à comment on veut traiter les autres, mais il faut aussi se rappeler que les autres ne veulent pas toujours être traités comme nous. Souvent, les gestionnaires contrôlants, ce sont des gestionnaires qui eux-mêmes aimaient l'encadrement, respectent beaucoup la hiérarchie, sont contents de se faire dire quoi faire. Et souvent, ils ont le réflexe de faire la même chose avec leurs employés, mais on n'est pas tous comme ça. Alors, il faut trouver un espèce de juste équilibre, selon moi. Maurice, c'est quoi la question la plus puissante qu'un leader peut poser à son équipe? De quoi tu as besoin pour réussir? Ah, ben oui, hein? Je m'excuse, il est tard. C'est pas grave. On va le laisser au montage. Comment je peux t'aider à mieux performer? Moi, là, je rêve du jour où on va me poser cette question-là. Appel à tous les gestionnaires de l'univers. Là. Faites donc ça aujourd'hui au bureau. Là. Moi, je n'utiliserais pas le terme « performer ». Tu veux qu'ils réussissent, tu veux qu'ils aient du succès, mais c'est parce que performer, c'est un terme qui est lourd de connotation. Hein? Oui, c'est vrai. On ne le reçoit pas tous de la même façon, hein, ce mot-là. Pour beaucoup d'entreprises, puis ça fait partie de ce qu'on a parlé en fait dans nos derniers podcasts, dans nos derniers blog posts. Pour beaucoup, la performance, c'est soit le nombre d'heures que tu fais ou soit la quantité de tâches que tu accomplis. Pas besoin que ça serve à quoi que ce soit, tant que tu en fais beaucoup. Oui. Myriam, tu voulais, dans le fond, nous parler là, de l'angle du contrôle dans les entreprises traditionnelles qui passe vers la liberté et la confiance dans les entreprises progressistes. Donc, c'était vraiment, dans le fond, ta porte d'entrée pour parler avec nous, c'était ce trend-là. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Moi, j'aborde beaucoup l'angle du contrôle au travail dans une optique individuelle. Donc, j'accompagne un être humain à la fois en général. Je vous propose d'aborder ça sous un angle plus le leader et son employé. Et j'ai noté 10 principaux symptômes que je peux vous partager si vous voulez pour commencer. Oui, s'il vous plaît. Comment on sait qu'on a affaire à un patron contrôlant? Parce que aujourd'hui, vous me direz si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai remarqué que le contrôle dans les organisations, ça prend des formes plus subtiles. Parce que le micromanagement, c'est un concept qui est plus connu qu'avant, puis c'est perçu de manière générale plus négativement qu'avant. Donc, les symptômes sont plus subtils. Alors, je vous ai trouvé 10 symptômes un petit peu plus subtils. Le premier, ce sont, et ça, je le vois encore beaucoup dans ma pratique, donc les leaders contrôlants, ils vont te dire ce que tu dois faire, mais ils vont aussi te dire comment le faire, dans le détail. Donc, ils dictent les objectifs, ce qui est, bon, selon moi, questionnable, mais encore très, très répandu dans les organisations. Puis les leaders plus contrôlants encore, eux autres, ils vont jusqu'à te dire comment tu dois t'y prendre, là, vraiment, là, puis il faut que tu t'y prennes exactement comme eux, ils s'y seraient pris, là, pour atteindre l'objectif. Donc, ils n'acceptent pas que tu puisses avoir un chemin différent du leur pour arriver au même résultat, ou peut-être même à un meilleur résultat encore. Avez-vous observé ça, vous, dans votre vie d'employé ou avec les organisations que vous accompagnez? C'est l'origine de la gestion par la valeur dont on a parlé ces dernières semaines. Ça vient de ça. C'est ça que j'ai vu essentiellement partout. Puis c'est quand on change le discours, plutôt que de dire ce qu'on veut avoir, mais plutôt de dire
quel avantage on veut pouvoir tirer du travail qui va être fait, c'est là qu'on voit un changement qui s'éloigne du contrôle complètement, puis qui se dirige vraiment sur la valeur, puis qui laisse aux employés la liberté d'utiliser leur expertise, puis leur expérience, leur créativité pour vraiment sortir une solution. Ouais. Les dirigeants là, qui veulent que tu fasses exactement comme ils disent de faire, combien de fois, Maurice, qu'on a eu cette discussion-là, tu sais, si tu engages un expert puis tu veux dire comment faire, engage un singe moyennement entraîné, ça va coûter pas mal moins cher puis ça va faire le même job. Puis assure-toi de jamais avoir tort, parce que quand tu es rendu à dire aux gens exactement comment faire les choses, il faut que tu dises comment les faire correctement. Tu n'as pas droit à l'erreur. Oui, ça va être ta faute. C'est toi qui l'as dit comment faire. Oui. Effectivement. Ça, c'est une croyance à la base du contrôle, une pas pire croyance qui bouffe beaucoup d'énergie positive chez nos leaders, puis on pourra en reparler si vous le souhaitez. Deuxième symptôme que j'observe, encore une fois, dans ma pratique, c'est de demander des suivis sur tout. Donc, ouais, là, Maurice, je savais que tu allais rire, là. Hein? As-tu quelque chose à nous raconter? Oui, Maurice, on veut une anecdote, quelque chose, là. Vous avez probablement déjà tout vu ou entendu mon histoire de sauce à spaghetti. Ah, ben oui. Mon conjoint ne parle que de ça. Bon. De ton histoire de la sauce à spaghetti. Que de ça. Génial. Ça fait des petits, c'est bon. Alors, j'imagine que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils vont devoir aller visionner une de vos capsules, hein? Et oui, on a une belle capsule sur notre chaîne YouTube consacrée uniquement à cette histoire un petit peu ridicule-là. Et j'en ai d'autres très, très, très similaires. Donc, oui, c'est quelque chose que j'ai rencontré souvent. Puis, il n'y a pas beaucoup de façons pour dealer avec ça, à part essayer d'éliminer cette habitude-là le plus vite possible. Ben, avoir de la transparence constante, qu'il n'y ait pas besoin de venir te le demander tout le temps sur l'avancement des affaires, c'est pas pire. Oui, broadcaster l'avancée de tout, surtout quand c'est fait automatiquement. Essayez d'automatiser le plus tout ce que vous pouvez. Parce que quand on est rendu à faire des rapports tout le temps ou passer la moitié de son temps à devoir expliquer à son patron, bien, c'est là qu'on est rendu, bien, c'est ça qu'on a fait, puis c'est ça qu'on a rencontré. Ça n'aide pas personne. Bien, ça finit que ça prend quasiment autant de temps que faire la tâche elle-même. Hein? Donc là, ça perd un peu de son sens, en effet. Et troisième symptôme, dans les réunions. Ils ne se comportent pas de la même façon, hein, les gestionnaires contrôlants dans leurs réunions. Moi, j'ai remarqué souvent, ils vont imposer l'ordre du jour. C'est eux qui l'ont choisi. C'est la seule façon de fonctionner. On ne pourrait pas demander aux employés de faire un ordre du jour. Là, ça ne se peut pas. Mais c'est parce qu'ils ont une... comment tu appelles ça? Non? Ils ont une réputation à maintenir quand même. Là. En réunion, il y a d'autres mondes, des fois, de l'extérieur. Il faut qu'ils drivent ça, là. Oui, ou c'est leur rôle, ou c'est on s'attend à ça d'eux. Il y a toutes les croyances hein, derrière. J'ai hâte de vous parler des croyances parce que ça dénoue bien des choses. Mais ouais, donc souvent aussi, ils parlent tout le long. Ils parlent beaucoup. C'est comme s'ils dominent la réunion. C'est comme si la réunion, ça sert à eux passer leurs points. Mais est-ce que les employés, eux, aimeraient fonctionner autrement? Est-ce qu'ils aimeraient proposer d'autres points intéressants à discuter en équipe? Est-ce qu'ils trouvent que c'est pertinent? Ça les aide-tu à avancer, les points qui sont apportés? Donc ça, c'est souvent difficile et je peux même vous raconter une anecdote. J'ai déjà vu une gestionnaire du gouvernement qui avait reproché à ses employés de faire de l'insubordination parce que elle s'était absentée de façon imprévue à une réunion, puis ils ont décidé de tenir la réunion quand même. Je les veux sur mon bateau pirate. Des vrais durs de dur. Ah, comment? C'est comme le minimum, ça. Oui. J'ai rencontré chez certains clients, plus tu es haut dans la hiérarchie, puis plus tu t'arranges pour avoir un horaire qui est booké à l'os. Okay? Donc, pas juste une réunion à toutes les 15 minutes, mais 2 ou 3 ou 4 en même temps. Puis là, tu choisis où est-ce que tu vas. Fait qu'imagine si les gens ne sont pas capables de tenir des réunions si tu n'es pas là. Ça veut dire que pratiquement toute ton équipe travaille pas. Ils vont juste attendre après toi parce que tu ne les as pas avisés que tu ne serais pas là. Oui, mais c'est un badge d'honneur, ça, Maurice. C'est un badge d'honneur avoir 4 réunions en même temps quand tu es manager, non? Oui. Ça, c'est pas faux, hein? C'est même juste les gestionnaires, hein? C'est comme être occupé, c'est un signe de prestige. C'est une personne importante parce que tu fais beaucoup de choses, hein? Ouais. Autre symptôme, le 4e, ils gardent les informations pour eux et ça, vous en avez parlé là, abondamment dans vos dernières vidéos.
Donc, ils veulent être informés de tout et aussi, ils ne veulent pas que l'information circule ailleurs. Hein? Donc, il faut que ça aille vers eux, mais il ne faut pas que ça sorte d'eux autres, hein, souvent. Donc, souvent, on va les entendre dire « Je te demande de ne pas parler de ça. Ah non, on ne va pas y parler, je vais y en parler directement. Passe par moi là, quand tu as des questions. » Ouais, vous avez déjà vécu ça, vous autres aussi, hein? Oh oui. Donc, il y a vraiment un contrôle de l'information qui se fait parce que ben, quand on garde l'information pour nous, ben, on a moins de chances que ça nous pète d'en face ou qu'on perde le contrôle finalement. Pas juste ça. Pas juste ça. Dis-toi aussi, beaucoup de ces gens-là sont très intelligents puis ont réalisé à quel point ils ont peu d'impact sur l'organisation. Fait qu'en s'assurant que toute l'information passe par eux autres, ils arrivent à assurer à leur poste comme ça. S'ils partent, ça va coûter trop cher à l'entreprise. Mais oui. C'est une manière de se rendre essentiel et c'est aussi une bullshit job, malheureusement. Oui. Parce que si ils sont en train, c'est des gens souvent, puis je veux dire, j'ai été gestionnaire, là, OK? Je sais exactement de quoi je parle. Il y a une partie de mon travail qui était complètement bullshit et je l'ai éliminé assez rapidement, mais en surveillant des gens qui sont capables de travailler de manière déjà autonome, ça ne sert à rien de les surveiller. Là. Tu comprends-tu? Il faut que tu mettes ton focus sur t'assurer que la valeur qu'ils livrent est importante, que l'impact qu'ils ont est important, mais juste garder l'information, fait devenir une espèce de, comment tu appelles ça, un entonnoir d'information, là, c'est entièrement pour t'assurer que c'est impossible à virer, là, on s'entend. Là. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, c'est très fréquent, on le voit beaucoup. Puis ce sont souvent aussi des escaladeurs de pyramide, là, quand on parle de bullshit job, Olivier. Puis ça aussi, vous en avez parlé, vous m'avez bien fait rire. Donc, l'info passe par eux, puis après ça, ils vont en parler à leur collègue gestionnaire qui, lui, va ensuite faire redescendre l'information. Et souvent, tu n'as pas le droit d'aller voir le boss de ton boss, hein, parce que le gestionnaire contrôlant, il veut contrôler sa relation avec son boss, puis il n'a pas envie que ses employés viennent le critiquer dans son dos ou juste introduire des changements qui n'étaient pas prévus, auxquels lui, il n'avait pas pensé. C'est une perte de contrôle. Hein? Oui, comment on appelle ça? Donc, c'est une prise. Hein? Première prise, deuxième prise, troisième prise, you're out. Oui. C'est dangereux. Effectivement. Bon, puis il y a aussi, sixième symptôme, appliquer les règles de façon ultra rigide, sans nuance, même aux employés qui fonctionnent bien, qui n'en ont pas besoin. On le voit énormément. Un autre qui est plus subtil, mais je suis sûre que vous allez rire aussi, la fausse consultation. Ça, là, c'est rendu là, un fléau parce que maintenant, il faut consulter. Hein, les organisations, là, elles doivent consulter, c'est hyper important, on le sait. En fait, les entreprises savent à quel point c'est payant de consulter ses employés. On s'évite de la gestion de changement, on a accès à plein de bonnes idées, tout ça. Le problème, c'est que les gestionnaires contrôlants, ils sont comme obligés de consulter, mais ils ne veulent pas vraiment le faire. Parce que, c'est ça, ils consultent par obligation. Parce qu'ils sont dans une culture où c'est valorisé, mais souvent, les employés vont se rendre compte que les choses avaient déjà été décidées à l'avance. Hein? Donc, ils ont été consultés, mais avant ça, tout s'était déjà pas mal attaché. Puis là, ils s'en rendent compte, puis ils se disent, coudonc, pourquoi ça a donné quoi finalement que je donne les idées? Ou bien, lors de la période de consultation, le gestionnaire essaie finalement d'influencer les employés à adopter son point de vue plutôt que d'être vraiment sincèrement ouvert à juste se remettre en question puis à entendre les idées des employés. Essentiellement, je vous donne deux choix. Celui-là est absolument horrible pour vous autres, puis lui est juste mauvais. Oui. Moi, ça me fait penser aux données sondages, là, on va dire des RH, parce que c'est le cas que j'ai plus souvent vécu, là, mais je veux pas me les mettre à dos, là, mais c'est souvent ça. On aimerait ça connaître la motivation des employés. As-tu essayé de le parler avant d'envoyer un sondage? Vos gestionnaires, ils font quoi? C'est leur job de savoir qu'est-ce qui motive les employés. Tu n'as pas besoin d'envoyer un sondage pour ça, là. Ils ont juste besoin de faire leur job. OK? Si tu demandes à tes employés qu'est-ce que tu as besoin pour réussir, puis qu'est-ce que tu as besoin pour être content, tu n'as pas besoin de sondage. Là. Oui, mais ça, c'est de la gestion bureaucratique. C'est-à-dire, si l'idée de gestion bureaucratique est en place, c'est normal que tes RH communiquent avec les gens par formulaire, puis c'est normal que tes gestionnaires ne parlent pas directement aux employés. Il y a des outils pour ça. C'est pas leur job. Oui, il y a des outils pour ça, puis c'est comme si, dans le fond, ça, c'est la job des RH, hein, s'assurer que les employés sont contents. Moi, comme gestionnaire,
j'ai d'autres choses à faire. J'ai des formulaires à remplir, j'ai de la fausse consultation à faire. Là, je fais des gros yeux, puis je parle juste pour que la caméra me regarde, là, parce que c'est la job des managers de faire ça. Ouais, les RH peuvent aider, c'est sûr que les RH peuvent aider, ils sont là pour ça, mais un manager qui ne sait pas qu'est-ce que ses employés ont besoin pour être, à la limite, je vais dire performant, Maurice, parce que des fois, tu ne l'es juste pas, puis ça va-tu? Tu comprends-tu? Ça fait une semaine là, que tu ne produis rien, que tu n'es pas là, mentalement, tu es là physiquement, ça va-tu? Eh bien, c'est parce que quand tu parles aux gens... 3 mois plus tard que les RH vont te poser cette question-là, tu sais. C'est parce que quand tu parles aux gens, tu deviens impliqué, puis tu ne peux plus juste laisser le système gérer à ta place. Il faut que tu le fasses. Donc, tu as des organisations qui sont complètement allergiques à fonctionner autrement que juste la bureaucratie mène le bateau. Puis, il y a des gestionnaires qui sont juste allergiques à actuellement faire quelque chose. Donc, on en arrivait à notre 8e symptôme qui était les initiatives et les suggestions d'amélioration qui sont perçues comme de l'insubordination. Hein? Donc, par exemple, on fait un plan d'action en équipe, quelqu'un propose une amélioration, quelque chose qui fait plus ou moins de sens, ça va être perçu comme une attaque à l'ordre et à la paix. Ça introduit du chaos. Et vous en parliez tantôt, hein, les gestionnaires contrôleurs, c'est comme si tout repose sur eux. Ils sentent que tout repose sur eux. Donc, quand on s'attaque ou qu'on critique quelque chose sur lequel ils ont travaillé, bien, pour eux autres, c'est une attaque envers eux. Donc, souvent, le gestionnaire va tenter de mettre un espèce de couvercle là-dessus pour ne pas perdre le contrôle. Puis, les nouvelles idées, pour lui, ça introduit de l'instabilité et tout ça. Puis, c'est perçu comme une menace à ses yeux plutôt qu'une manière de se challenger, de continuer de croître puis d'essayer de faire mieux encore. Oui. Tu as des organisations qui sont de façon naturelle hostiles envers le propre gestionnaire. Tu sais, un gestionnaire, souvent, il va servir de bouc émissaire. Donc, il est là pour exécuter le plan de son patron à lui. Puis le plan doit être parfait parce que c'est son patron qui l'a donné. Mais ce n'est pas lui qui va l'exécuter, c'est l'équipe en dessous de lui. Fait que tout ce qui se retrouve, lui, c'est il est responsable des décisions de un, puis de l'exécution faite par l'autre. Donc, c'est facile comme ça de devenir insécure. Puis il y a énormément de gestionnaires qui souffrent de syndrome de l'imposteur, même parmi les bons. J'ai travaillé régulièrement avec des groupes de gestionnaires à d'assez haut niveau, puis habituellement, je commence ces rencontres-là, je fais OK, là, c'est juste nous autres là, ici, là. Il n'y a pas d'employés, puis il n'y a pas de racaille dans la place, là. Donc, on va se l'avouer. La moitié du temps, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein? Là, tout le monde rit, puis ça calme l'atmosphère, puis au moins, ils sont capables de sourire un petit peu plus. Mais le fait est, on le wing, puis eux autres aussi, ils le wing. J'ai été gestionnaire la moitié de ma vie, puis c'est ça que j'ai pu voir le plus partout, tant en tant que consultant qu'en tant que gestionnaire moi-même. C'est, bon, on est pris pour relativement improviser ou laisser le système décider à notre place. Peu importe ce qui arrive, c'est toi qui as le blâme. Hein? Ben, c'est ça. Fait qu'aussi bien juste dire on va y aller, on va essayer. La chose que je répète le plus souvent à mes clients maintenant, puis que j'ai appris à faire à l'époque où j'étais gestionnaire, c'est dire à tout le monde je le sais pas, on va essayer. On va essayer. Oui. En fait, ça devrait devenir un mantra pour tous ces gestionnaires qui ont donc peur d'échouer ou de faire des erreurs ou d'être critiqués. En effet. Oui. Alors, avant-dernier symptôme, refuser de déléguer. Donc, garder tous les mandats complexes, tous les dossiers un petit peu plus crunchy qui pourraient amener les employés à se développer et à accomplir des buts exigeants. Il ne faudrait surtout pas leur donner ces opportunités-là. Qui sait ce qui va arriver? Bien, je peux te déléguer l'exécution, mais je vais garder les décisions, par exemple. Fait qu'avant de faire quoi que ce soit, viens me le demander. On va garder le crédit aussi. Ah ben oui, là, c'est qui a pris les décisions? La partie importante, c'est la décision. Mais juste si ça va bien, on prend le crédit juste si ça va bien. Si ça va pas bien, là, c'est vous autres. On n'avait pas les bons employés. C'est parce que le plan était parfait, ils ont juste été mal exécutés. Voilà. Et qui est responsable de s'assurer que les gens aient ce qu'il faut pour bien exécuter les tâches? Des RH. Ça doit être ça. Le dos des RH, excellent. Oh, les pauvres. Dans les formes les plus graves là, de cette maladie-là qu'est le contrôle, notre dernier symptôme, c'est d'essayer de contrôler ce qui ne se contrôle pas. Par exemple, un gestionnaire m'a déjà demandé de ne pas avoir d'émotion. Il m'a dit « Je te demande d'arrêter de te préoccuper de tel dossier. »
Et là, je disais, ben voyons donc, gestionnaire, c'est pourtant un signe d'engagement de se préoccuper de ce qui se passe dans un dossier. Puis au contraire, tu sais, c'est un signe que ça me tient à cœur puis que ça me préoccupe, puis j'ai besoin d'en parler. Non, j'avais plus le droit de m'en préoccuper. Je peux-tu te donner un petit joker ici qui peut servir si tu mets dans ta poche droite, là? Le mentor que je te disais plus tôt, là, qui m'avait vraiment aidé à me développer comme gestionnaire, il m'a donné un bon truc pour ça. Tu sais, quand tu te soucies vraiment de quelque chose, tu en fais ta bataille, puis même si c'est pas ta job, on te dit, occupe-toi pas de ça, pas de tes affaires. Fait que là, c'est chiant. Tu sors ton portefeuille, puis tu sors cette carte-là, et tu fais, préférerais-tu que je m'en calisse? C'est chiant. Parce que s'il dit oui, ben il vient carrément de te dire, regarde, les problèmes, c'est pas ton problème. Fais rien qui est productif, fais rien qui aide la compagnie. S'il dit non, il est obligé de te laisser continuer. C'est vraiment le mettre dans un coin. J'ai jamais sorti ce joker-là, mais je l'ai passé à pas mal de monde qui se faisait dire non pour des affaires importantes, qui étaient humaines, puis tu sais, des problèmes d'entreprise, c'est personne ne veut s'occuper, là. En tout cas, c'est sûr que ça défoulerait. Je vais méditer là-dessus. Là. Je vais peut-être le mettre à ma couleur un peu, mais j'aime ça, en effet. Alors, est-ce qu'on a bien compris le problème? C'est clair, hein? Je pense là, on connaît les symptômes. Ouais. Puis pourquoi, dans le fond, c'est si négatif que ça, hein, le contrôle? Bien, pour moi, c'est que ça crée de la souffrance à 3 niveaux. Fait que premièrement, puis il ne faut pas l'oublier, c'est souffrant pour le boss contrôlant. Là. Des fois, on manque d'empathie envers lui, là, parce qu'on est tanné de se faire contrôler, mais il ne faut pas oublier que contrôler, c'est vraiment épuisant. Là. Souvent, ces gens-là, ils ont une peur profonde d'être démasqués, qu'on voit leurs erreurs. Tu parlais du syndrome de l'imposteur tantôt. Donc, ils essaient de contrôler leur environnement pour préserver une image qui est parfaite. Et souvent, ça fait des gestionnaires qui ont une charge de travail immense parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien déléguer. Ils doivent repasser tout le temps sur le travail des autres. Puis ils peuvent même se mettre à risque d'épuisement. Donc, très néfaste. Souvent, ils manquent d'influence et de crédibilité auprès de leurs employés, puis ils en souffrent. J'ai déjà entendu, on dirait que vous ne réalisez pas que c'est moi le boss ici. Là. Donc, le leader en question, il était découragé parce qu'il ne se sentait pas respecté, puis il ne se rendait pas compte que c'était justement ces tentatives-là de contrôle qui faisaient en sorte qu'il perdait le respect de ses employés. Fait que là, ça finit qu'ils se sentent peu appréciés. Ils ont l'impression là, d'investir tellement de temps à aider leurs employés. C'est vrai, hein, on ne peut pas le nier, mais ils se voient plus aidants que ce qu'ils sont en réalité, puis ils ne réalisent pas que pour leurs employés, c'est comme s'ils ne leur faisaient pas confiance puis qu'ils les étouffaient. Donc, ça peut devenir assez lourd à porter. Hein? Oui. Puis il y a toute l'aspect de ne pas, de ne pas répondre aux attentes de l'organisation. Parce qu'on s'attend généralement d'un gestionnaire à ce qu'il soit dans la stratégie, dans la vision à long terme. Mais quand tu passes ton temps à contrôler l'exécution de tes employés sur le terrain, quand tu es au centre de tout, tu es dans le détail, tu es dans la technique, puis en conséquence, tu ne remplis pas nécessairement les exigences de ton rôle. Donc, tu as l'impression de tout faire sans être reconnu. Oui. Souvent, ça, c'est. Les gestionnaires sont souvent un reflet de l'organisation dans laquelle ils font partie. Donc, quand une organisation est entièrement organisée comme ça met beaucoup de pression partout, puis tu te conformes. Une organisation qui est plus souple, plus ouverte, plus progressiste, bon, là, il faut que tu déprogrammes, si on veut, un gestionnaire qui vient d'ailleurs, mais éventuellement, tu t'adaptes à ton milieu ou tu quittes un ou l'autre. Fait que ça marche dans les deux sens, là. Oui, il y a beaucoup d'organisations qui créent des managers contrôlants, effectivement. Et souvent, c'est parce que les dirigeants de ces entreprises-là sont eux-mêmes des gens contrôlants, alors ils ont tendance à instaurer des pratiques de gestion puis une culture qui favorise ça aussi. Ouais. Et c'est souffrant, bien sûr, pour les employés. Tantôt, on disait que on n'est pas tous motivés par les mêmes choses. Hein? Puis c'est vrai, mais il y a quand même des études très solides qui disent que, en fait, pour être motivé au travail, ça prend 3 affaires. Les connaissez-vous? Probablement, mais je vais te laisser nous les dire. Oui, sûrement. Donc, en fait, ça, c'est la théorie de l'automotivation. Puis, ce que ça nous dit, c'est que pour être motivé, on doit, 1, se sentir compétent. 2, avoir de la latitude dans notre travail.
Et 3, sentir qu'on fait partie d'un groupe. Autonomie, mastery, purpose, Et voilà. c'est drive que tu Voilà. veux nous dire là. C'est du Bon, drive. vous le saviez déjà, hein? Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patron qui micromanage, il vient en partant amputer 2 affaires sur 3, là. Ouais. C'est des choses qui sont fondamentales. Comment est-ce qu'on peut se sentir compétent puis autonome si notre boss fait toujours tout à notre place puis qu'il contrôle chaque détail? Alors, pas étonnant que ça amène des enjeux de mobilisation et d'engagement qui sont importants. Puis là, ben, après ça, le 3e niveau de souffrance, ben, il est sur l'organisation. Hein? Donc, on le sait, ça freine la créativité, ça freine la prise d'initiative. Puis les gens sont intelligents, hein? Ils trouvent des façons de contourner le contrôle. Ils vont éviter leur patron, ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Certains plus courageux vont oser challenger les pratiques, mais ils peuvent se brûler ce faisant. Puis petit à petit, ils apprennent qu'ils doivent peut-être se montrer un petit peu plus dociles. Ou sinon, ben, ils vont quitter. Puis là, c'est l'organisation qui subit une perte parce que c'est souvent des personnes qui apportent de la valeur. Hein? Ouais. Puis vous parliez, je pense aussi, les rumeurs de corridor. Hein? Donc, quand on ne partage pas l'information, ben, qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils remplissent les trous. Voilà. C'est un besoin humain, on veut comprendre. Donc, ça crée une perte de productivité, puis ça fait en sorte qu'on ne met pas notre énergie nécessairement aux bons endroits. C'est pas pour rien que ces gestionnaires-là sont plus contrôlants que d'autres, parce qu'ils ont des croyances qui sont différentes. Puis, ce qui se cache derrière chacun de nos comportements, c'est une croyance qu'on a, c'est une pensée. J'en ai identifié 8 qui sont peut-être pas toutes partagées par l'ensemble des patrons contrôlants, mais assurément que chaque patron contrôlant a au moins 2 ou 3 de ces croyances-là à son actif. La première, c'est, et ça je les entends, hein, ils me le disent en coaching, mes employés ne sont pas assez compétents pour atteindre les objectifs que je leur donne. Hein? Pourquoi t'es embauché? Oui. Puis là, ils vont dire, sans moi, le travail avance pas, puis tout s'écroule. Hein? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Je le sais que vous le savez, ce qu'ils ne voient pas. Try us. En fait, c'est eux qui amènent leurs employés à attendre qu'on récupère les situations, à ne pas prendre d'initiative, à faire des erreurs. Donc, ils leur enlèvent tout le pouvoir, toute l'imputabilité. Et après ça, ben, c'est sûr que s'ils ne sont pas là, il n'y a rien qui marche. Les gens, ils ont peur de travailler en l'absence de leur gestionnaire. Quand tu crées des moutons, tu te retrouves avec des moutons, c'est tout. C'est ça. Quand tu traites ton monde comme des exécutants, il ne faut pas que tu sois surprise, ils ne prennent pas de décision et qu'ils n'ont pas d'initiative. Et là, ça renforce leur croyance. Hein. C'est comme on appelle ça en psychologie, une prophétie qui s'auto-réalise. Donc, tu crois que tu es le centre de l'univers et que rien ne peut fonctionner sans toi. Donc, tu crées des moutons. Et c'est vrai, finalement, que rien n'avance sans toi. Mais il faut réaliser que tu es à la source de ça et qu'en changeant tes comportements, tu peux changer de beaucoup l'attitude que les employés vont avoir ensuite. Deuxième croyance, je ne suis pas utile si je ne m'implique pas dans le comment. Donc ça, c'est beaucoup les gestionnaires qui ont besoin de se sentir importants, indispensables, au cœur de tout. Puis pour eux, c'est comme si être dans la stratégie puis penser à des orientations, ça leur donne pas la petite adrénaline puis le petit sentiment de satisfaction de faire une tâche concrète, là. Souvent, c'est des gestionnaires qui auraient mieux fait de rester dans des rôles d'exécution opérationnelle, mais ils ont été poussés dans des rôles un petit peu plus stratégiques, puis là, ils se retrouvent à être moins motivés. Le principe de Peter à l'œuvre, là. Oui, exactement. Donc, qui atteignent leur seuil d'incompétence, puis on les laisse là, on les laisse être misérables et malheureux. Hein? Donc, il y a aussi la croyance, si je consulte, il n'y a rien qui va avancer. Trop long. Donc, et ça, c'est sûr que la croyance derrière, c'est que c'est pas efficace de consulter. Donc, c'est essentiellement un processus qui est inutile puis qui vient juste ralentir les choses. Et cette croyance-là est commune si on croit que consulter, ça n'a pas pour but de modifier ce qu'on prévoit faire en conséquence. Donc, quand tout est déjà décidé d'avance, c'est vrai que c'est pas très utile de consulter. Mais si ce que tu as prévu, c'est déjà parfait, tu n'as pas besoin de consulter. Puis si tu es à la place où tu es, c'est sûr que ton opinion est parfaite. Exactement. Et ça m'amène à une autre croyance qui est « mes opinions sont plus importantes et plus pertinentes que celles des autres ». Oh, highest, comment tu appelles ça? Highest salary in the room, Maurice? C'est le HIPPO, Highest Paid Person Opinion. Voilà. Oui, c'est bon, ça, je ne l'avais jamais entendu. Celle-là, on ne la dit pas, hein, elle est un peu tabou, mais il y a beaucoup de gestionnaires qui le pensent, c'est fréquent. On le voit souvent chez les leaders très confiants. Et je crois que c'est à la source du phénomène dont tu parles, Maurice. Mm-hmm.
Donc, il y a aussi ceux qui disent « c'est mon rôle de superviser le travail, c'est ça qu'on me demande, c'est ça les attentes, c'est ça que mes patrons veulent ». Et dans certaines organisations, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des entreprises qui voient le rôle du gestionnaire essentiellement comme ça. Alors, ça crée des leaders qui veulent répondre aux attentes et qui se conforment à cette espèce de moule-là auquel on s'attend d'eux. Mais ça fait 100 ans que c'est comme ça. Ça, c'est du pur Taylorisme, là. Tes employés, les employés, c'est des bêtes de somme. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont intelligents, ils ne sont pas là parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils sont là parce qu'ils savent suivre des ordres. Tandis que tes gestionnaires, ce sont des gens éduqués, ce sont des gens intelligents, ils sont des meilleures personnes, des meilleurs humains. Donc, oui. Normal là, qu'ils soient en charge. Voilà. Alors, c'est à la source de cette croyance, effectivement. Il y a aussi la croyance, c'est moi qui est responsable d'atteindre les objectifs. On y a un petit peu touché, là. Donc, si c'est moi qui est responsable, c'est moi qui dois m'assurer que les objectifs soient atteints. Donc, je dois contrôler. Donc, c'est sûr que si le patron croit que c'est uniquement lui qui est imputable des résultats, puis il y a des organisations qui disent ça comme ça, hein, si c'est toi qui es en charge des objectifs, bien, c'est sûr qu'ils vont s'impliquer énormément dans le concret. Puis ils vont être portés à moins faire confiance à leur équipe parce que ultimement, c'est eux qui vont porter le succès ou l'échec du projet sur leurs épaules uniquement. Et ça, c'est un environnement corporatif toxique, on va le dire tout de suite, là, pour que ce soit clair pour les entreprises qui vont dire « Ah, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, puis c'est bien. » Oui, c'est très bien, mais c'est super toxique. Et personne ne va être capable de se libérer avec ça. C'est mettre une pression qui n'a pas besoin d'être là sur les épaules des gens, que les autres vont pouvoir rien faire d'autre que repasser cette pression-là sur l'étage en dessous. Oui, effectivement. J'entends bien le côté toxique. Je pense que c'est assez... c'est à la source de beaucoup d'enjeux dans beaucoup d'entreprises, vraiment. J'ai aussi entendu de quoi je vais avoir l'air si mes employés ne réussissent pas. Donc, la croyance derrière qui est le travail de mon équipe, c'est un reflet de qui je suis moi et de ma compétence. Alors, préserver mon image et ma réputation, qui sont des choses très, très importantes, je dois contrôler ce qui se fait. Bien, sais-tu, je suis d'accord avec ça. Si tes employés ne sont pas performants parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est obéir à la lettre, ça reflète sur toi. Transforme tes employés en champions. Donne-leur ce qu'ils ont besoin encadré pour qu'ils puissent se développer. Tu n'auras plus besoin d'avoir à les diriger. Tu vas avoir une équipe qui essentiellement va être fire and forget. Tu les regardes, tu leur dis « Voici le problème. Go! » Là, tu peux regarder tous les autres gestionnaires puis te flatter à bédaine en disant « Regarde mon équipe, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je n'ai même pas besoin d'avoir à m'en occuper. » Oui, bien, je crois que l'erreur, c'est la croyance que pour y arriver, il faut que je contrôle l'équipe, alors que pour y arriver, il faut coacher, donner du feedback, demander comment je peux t'aider à réussir. Alors, l'erreur est dans le moyen qui est utilisé. Exact. Le contrôle, c'est pas le bon moyen. Hein? Ouais, je suis à la même place. Et finalement, je n'ai pas droit à l'erreur. Hein? Les gestionnaires contrôlants, on les retrouve souvent dans les entreprises où l'erreur n'est pas tolérée, où le leader lui-même n'aime pas faire d'erreurs, il est allergique à l'échec, puis il ne peut pas tolérer de faire des erreurs, il veut être parfait. Fait que ça vient driver beaucoup de comportements. Mais personne n'aime faire des erreurs. Puis à part les endroits où faire des erreurs, c'est rendu comme un culte là maintenant. On essaie de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas apprendre en faisant des erreurs. Mais il y a des façons pour pouvoir explorer puis expérimenter. Donc, ça te donne un droit à l'erreur sans nécessairement faire une erreur. Ce n'est pas un échec, tu essayes différentes choses jusqu'à temps que tu trouves la bonne solution. Mais il faut que tu t'organises en conséquence, pas tu essayes sur une affaire, puis si on se plante, bien, c'est correct, c'était une erreur, puis c'est passable. Le droit à l'erreur, c'est mieux que pas avoir droit à l'erreur. L'idée, c'est est-ce que tu as appris quelque chose en la réparant? T'sais? Si tu fais juste avoir fait une erreur puis on passe à autre chose, tu passes grand-chose. C'est plus complexe que ça parce que si c'est une question de on fait une affaire, ça ne marche pas, c'est une erreur, on la répare, puis là, on continue. Ça ne veut pas dire que tu as exploré. Peut-être que ce que tu fais, malgré le fait que tu as réparé ton erreur, c'est quand même la pire affaire que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas eu d'autres options. C'est dès le départ, de façon idéalement organisationnelle, sinon soyez pirates et puis mettez-les en place vous autres-mêmes, mais donnez-vous la latitude pour explorer un petit peu, pour toujours avoir 2-3 stratégies possibles. Essayez-les un petit peu toutes les 2-3 en même temps. Prenez ce qui ne brise pas d'abord et avant tout, vous l'améliorerez après, ou sinon choisissez la meilleure et s'il fonctionne tout. Mais tant qu'on s'enligne sur une seule et unique voie,
qu'on se dit c'est la seule façon de ne pas commettre d'erreur, c'est prendre la bonne décision au départ. C'est là qu'on échoue en partant, parce que même si tu échoues et tu te reprends, c'est pas garanti encore que tu vas être dans la bonne direction. En même temps, il ne faut pas oublier que les plus grandes innovations ont été le fruit de multiples erreurs. Des fois, on a l'impression qu'on s'est trompé, mais si on persévérait plus longtemps, on se rendrait compte qu'on était quand même sur la bonne voie. L'idée était bonne, on n'avait peut-être juste pas trouvé la bonne. Fait qu'il faut calibrer nos erreurs un peu et aller au-delà de simplement se dire qu'on s'est trompé et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Le secret du succès sont les options. Donc, il faut qu'on se donne plusieurs options, qu'on les explore, puis on va arriver à quelque chose qu'on a besoin d'avoir. Je me souviens d'avoir écrit un article sur Primus Populi sur le droit à l'erreur, puis je me souviens, j'avais énuméré le nombre d'inventions qui ont découlé d'erreurs des graves, genre l'allumette, des affaires comme ça. Là. Ça ne serait pas inventé si un gars n'avait pas oublié un bâton qui avait brassé du soufre avec. Puis il a oublié de l'enlever le soufre. Il a essayé d'enlever ça sur de la brique, puis ça passe en feu. C'est génial. Il y a un paquet de choses qu'on a découvert grâce à des erreurs. C'est pas une mauvaise chose. Oui, puis si le gars s'était dit hey, c'est une erreur, ça a pogné en feu, ben je pense pas qu'on serait ici aujourd'hui. Hein? Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer ces 8 croyances néfastes-là? Bon, premièrement, moi, je dirais mes employés sont intelligents. Ça, c'en est une bonne. C'est pas pour rien là, que l'être humain domine la planète aujourd'hui. C'est parce qu'on est des créatures très intelligentes. Puis, OK, on a un degré variable d'intelligence, tout un chacun, on a chacun notre zone de talent. Mais si un leader ne croit pas que ses employés sont intelligents et capables de faire des choses, sont peut-être pas prêts, sont peut-être pas rendus là, mais si on ne croit pas à la base que les êtres humains sont capables de se développer et d'apprendre, on n'arrivera nulle part, là. Il y a toutes les croyances aussi autour des erreurs dont on a un peu discuté. Donc, faire des erreurs, ça peut nous permettre d'apprendre si on suit un processus puis qu'on s'y attarde. À la limite, ça peut être de dire mon rôle comme gestionnaire, c'est d'offrir à mes employés un espace sécuritaire pour qu'ils puissent faire des erreurs, qu'ils puissent apprendre, tester des choses, prendre des initiatives. Il y a une façon de le faire pour que ça ne déraille pas puis que ça ne soit pas inutile. Mais mon rôle, c'est d'offrir un espace à ça. Alors ça, c'est une croyance qui vient défaire un petit peu le contrôle. C'est en donnant du feedback et en coachant mon équipe que je vais les aider à bien faire leur travail, pas en contrôlant. Un employé qui est responsable des résultats s'investit dans son travail puis il se donne à 100%. Donc, l'imputabilité, c'est pas sur mes épaules. Ça demande plus que juste la responsabilité. Là. Ça demande l'autonomie aussi puis de la prise de décision. De l'autorité, Maurice. Oui. Autorité, responsabilité puis imputabilité, ça va ensemble. Si tu n'as pas ces 3 éléments-là ensemble, tu ne peux pas dire ben je prends la décision puis maintenant tu es responsable et puis imputable du résultat. Oui, c'est super important l'imputabilité, mais il faut que tu sois en contrôle de ce que tu fais. Oui, toujours. Je pense. Oui. Alors, d'autres croyances, consulter permet d'augmenter la qualité des idées. Les critiques constructives sont bonnes pour l'entreprise et ça m'aide à me développer comme leader. Ça ouvre mon esprit. C'est pas tout le monde qui veut le savoir, ça, hein, les critiques constructives ou pas. Là. Non, ça, c'est un sujet délicat. Il y a beaucoup de leaders qui pensent qu'à partir du moment où tu laisses un employé te critiquer pour quelque raison que ce soit, tout ce que ça fait, c'est miner ta crédibilité. Puis quand tu t'ouvres à la critique, il y a des employés qui, des fois, ils vont en abuser. S'ils n'ont jamais connu autre chose que ça, ils voient ça comme une occasion de vengeance. Il y a des manières d'approcher ça. Puis même quand je n'étais pas un gestionnaire, je suis humain, puis moi aussi, je vois la critique comme quelque chose qui n'est pas nécessairement difficile à recevoir, pas nécessairement facile à recevoir. Bien, à un moment donné, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon équipe, j'étais Scrum Master à l'époque, comment je peux être un meilleur Scrum Master pour vous autres? Le gestionnaire peut faire la même chose. Comment je peux être un meilleur gestionnaire pour toi? Fait que là, ils ne vont pas te pitcher le pire, ils vont te dire ce que tu pourrais faire de mieux. C'est pas mal plus intéressant. Oui, puis quand on a une phobie de la critique, là, il faut traiter ça comme une phobie des araignées. En psychologie, est-ce que vous savez comment on traite ça, une phobie des araignées? T'es-tu toute avec un lance-flamme? Non, je ne sais pas. C'est une approche. L'autre approche qui est reconnue, c'est l'exposition.
Donc, évidemment, on commence pas trop rough, là. On commence par s'imaginer une araignée qui est de plus en plus grosse et dégoûtante. Puis après ça, on regarde des photos d'araignées sur Google. Puis c'est juste après avoir fait tout ça là, qu'on se rend en animalerie puis qu'on va se mettre à 8 mètres d'une araignée. Puis on se rapproche de plus en plus jusqu'à temps qu'on en arrive un jour à être capable d'en avoir une sur nous sans broncher. Fait que comment on transpose ça pour vaincre la phobie de la critique? Bien, c'est de s'y exposer le plus souvent possible. Et comme on parle ici de gestionnaire-contrôleur, bien, pourquoi ne contrôleriez-vous pas les critiques en les demandant vous-même? Donc, si vous les sollicitez, là, vous êtes en contrôle. Oh, c'est très, très fort! Voilà. Alors, le défi, c'est d'aller les chercher nous-mêmes. Puis, quand ça vient de nous, là, un truc, nous autres, en coaching, qu'on apprend, c'est de demander la permission avant de donner du feedback. Avant de dire à un coaché, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, là, fausse croyance là, en ce moment qui te nuit, on leur dit, est-ce que tu me permettrais de te donner un feedback? Les gens disent toujours oui, puis ils reçoivent beaucoup mieux, en fait, parce que ils sentent qu'ils ont ouvert la porte à ça. Alors, ouvrez la porte à la critique. Puis un jour, vous allez réaliser à quel point ça vous fait grandir, puis ça va peut-être éventuellement vous amener à en avoir moins peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du feedback parce que souvent, le feedback est presque constamment négatif. Le feedback que tu reçois de tes gestionnaires, c'est pas ce que tu as fait de bien, à part très rapidement, OK, grosso modo, tu n'étais pas payé, mais voici les points vraiment que tu as améliorés, puis c'est le restant de ton heure de discussion de ton évaluation annuelle, là. C'est ça. Puis les patrons ont cette peur-là du feedback pour la même raison. C'est eux autres qui le donnent d'habitude, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Oui, il y a ça, c'est vrai. Puis en même temps, encore une fois, ça se contrôle. Moi, j'aime bien le modèle commencer, continuer, arrêter. Qu'est-ce que je devrais commencer à faire? Qu'est-ce que je devrais continuer de faire? Qu'est-ce que je devrais cesser de faire? Puis là-dedans, il y a qu'est-ce que je dois continuer de faire. Et ça, essentiellement, c'est du feedback positif. Puis c'est important de le connaître parce qu'on veut tous répéter ce qu'on fait le mieux puis ce qui fonctionne. C'est une partie importante aussi quand on va chercher du feedback. Là. Donc là, on a parlé de comment transformer des croyances pas utiles en croyances utiles. Mais là, vos auditeurs vont peut-être dire c'est pas aussi simple que ça, là, changer ses croyances. Si c'était si facile que ça, on serait tous parfaits. Alors moi, j'ai quelques trucs que je peux offrir. Donc, premièrement, pour changer une croyance, je recommande aux gens de faire des expériences. Donc, qu'est-ce qui va arriver si je laisse l'équipe se fixer elle-même un objectif dans un projet et que je me donne comme objectif d'intervenir seulement 10% du temps pendant qu'on élabore le plan de projet, au lieu de mon 80% habituel. Qu'est-ce qui va arriver? La fin du monde, probablement, mais essayons quand même. Bien, probablement, mais soyons ouverts, regardons. Puis là, on va voir quelles croyances viennent se confirmer et lesquelles viennent se défaire. Donc, de faire plusieurs expériences comme ça, ça nous aide à calibrer nos croyances puis à faire le ménage dans nos croyances. Un point important pour ça, si vous voulez faire ce genre d'expérience-là, soyez transparent. Dites-le aux employés. Okay? Oui. J'essaye de voir si on vous donne plus d'autonomie, si on vous laisse le faire, qu'est-ce que ça pourrait donner. Voici comment l'expérience ça va être faite. Parce que si vous ne le faites pas, vos employés vont réagir pareil comme d'habitude. Puis tout ce que ça va faire, ça va être vous démontrer que vous aviez raison de ne pas leur faire confiance. Exact. Hein? Puis là, ils vont juste dire comment ça se fait qu'ils ne parlent plus. Donc, ça va juste être insécurisant puis ils ne sauront pas comment réagir. Exact. Je suis tout à fait d'accord. Donc, faire des expériences comme ça, qu'est-ce qui arrive si vous laissez vos employés décider de ce qui va être abordé en réunion? Qu'est-ce qui arrive si vous les laissez animer la réunion? Est-ce que tu connais l'holacratie? Non. C'est un modèle organisationnel qui est très, très géré par la base. La façon dont les réunions sont faites, on a un sujet, okay, donc tout le monde sait de quoi on va parler. Arrivé sur place, on monte l'agenda ensemble, c'est-à-dire que tout le monde qui a quelque chose à dire là-dessus, on en fait une liste, puis on vote quel sujet va avoir la priorité. Puis, on a un temps limite pour faire la réunion, puis tout ce qu'on n'aura pas abordé, bien, ça va être remis à une autre fois. Donc, les gens votent sur qu'est-ce qui est important pour eux autres. Génial. On va avoir à gérer. Oui, et là, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais moi, dans mon organisation, ça ne marche pas de même. » Essayez-le dans votre équipe, essayez-le. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans votre entreprise que vous ne pouvez pas faire des tests, faire des expériences. Hein? Ouais. Moi, des fois, ça m'arrive de mettre au défi des leaders plus contrôlants
en leur demandant de faire aucune intervention dans leur prochaine réunion, sauf pour poser des questions. Donc, ils n'ont pas le droit de rien dire, sauf poser des questions. Donc là, ça les amène justement à développer peut-être un petit peu plus leur sens d'écoute, consulter si bien sûr ils sont ouverts à ce qu'ils entendent. Fait que c'est un petit truc que je peux donner. Il y a beaucoup de leaders qui ont tendance à... Il y a un pattern là, qui s'appelle le gorille dans la salle, le gorilla in the room. C'est le leader qui prend parole tout le temps. Et la manière de gérer ça, c'est simplement, tu parles quand tout le reste de l'équipe a fini de parler. Oui, c'est un autre très bon truc, effectivement. Oui, fait que c'est toutes des bonnes façons de changer nos croyances. Puis une fois qu'on a changé nos croyances, bien, ça donne de l'espace à nos comportements pour qu'ils se modifient. C'est ça la clé. C'est en changeant comment on perçoit le contrôle, puis comment on perçoit la confiance, qu'après ça, on va être capable de développer des comportements qui favorisent l'autonomie plus. Donc là, vous avez peut-être, je soupçonne en fait que vous avez peut-être des auditeurs qui sont aux prises avec un gestionnaire contrôlant et qui aimeraient bien le transformer en leader qui lui fait confiance. Là, il y a plein de gens qui vont t'aimer. Oui, je pense que oui, effectivement. Alors, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'il faut travailler dans le même sens que ses croyances à ce leader contrôlant-là. Fait que là, j'ai designé un processus en 3 étapes. Vous pourrez le challenger là, ou le bonifier. Alors, pour moi, la première étape, c'est d'identifier son besoin. Le leader qui contrôle, il le fait pour une raison, ou probablement même plusieurs. Moi, j'ai identifié 4 principaux besoins et je pense que la stratégie pour gérer ces patrons-là dépend de son besoin. Donc, premièrement, il y a le besoin de bien paraître. Donc, ça, c'est les leaders qui ne veulent pas être critiqués, ils ne veulent pas faire d'erreurs, ils aiment ça montrer qu'ils ont plus de pouvoir et de statut que les autres. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ce type de leader-là contrôlant, qui est beaucoup dans le paraître, à nous faire plus confiance? Donc, moi, je dirais, faites-le briller. Donnez-lui de la reconnaissance en public, montrez-lui à quel point il shine et demandez-lui des permissions parce qu'il aime ça sentir qu'il y a plus de pouvoir que vous. Et surtout, critiquez-le pas en public, hein, parce que ce qui vous paraît être une critique envers un projet ou envers l'entreprise dans son ensemble peut être interprété comme une critique envers le patron lui-même et il déteste mal paraître. Donc, surtout, ne pas faire ça. Deuxième besoin, le besoin de perfection. Alors ça, c'est les leaders contrôlants qui sont très, très micro, très, très minutieux. Ils vérifient chaque détail, ils ne délèguent pas, donc très, très, très appliqués. Dans le fond, son besoin, là, c'est que ça soit parfait, c'est que la qualité là, du travail soit vraiment irréprochable. Donc, montrez-lui que vous avez pensé aux petits détails. Faites pas juste y penser aux petits détails. Dites-y, là, j'ai vraiment porté attention là, à tel petit détail, je sais que c'est important. Tu t'en vois-tu d'autres, là, des petits détails comme ça? Montrez-lui que vous êtes attentif à ça, que c'est important pour vous. Révisez-vous aussi avant de lui envoyer le travail, autant que possible. Ensuite, besoin de se sentir utile ou important. Celui-là, il est fréquent aussi. Donc, les leaders qui mettent beaucoup la main à la pâte, qui veulent tout prendre en charge, et vous sentez qu'ils veulent vous aider, bien, montrez-lui à quel point il est aidant sur certaines choses. Peut-être que des fois, il est étouffant et il est contrôlant, mais il y a peut-être des affaires pour lesquelles c'est utile d'avoir un gestionnaire qui est soutenant. Et il vous donne tout le temps les réponses à vos questions, il vous revient toujours quand vous avez un besoin. Donc, nommez-lui ça. Et ensuite, bien, il y a le besoin d'accomplir des résultats rapidement. Donc, ça, c'est le leader qui veut que ça avance vite. Puis pour ça, ben, j'ai pas le temps de consulter, j'ai pas le temps de déléguer. Faut que ça avance vite, puis vous êtes un peu lent, là, gang. Là. Alors, lui, ce qu'il faut lui montrer, là, c'est pas le temps de lui parler des petits détails de tantôt. Là, ça marchera pas avec lui, ça. Là. Il veut pas que vous têtiez sur des détails. Lui, il veut que vous lui montriez que vous êtes capable de performer rapidement, même quand il n'est pas impliqué. Donc, raccourcir les délais, offrir des suggestions pour terminer un projet plus rapidement que ce qui a été prévu. Ça va lui parler beaucoup. Si vous lui précisez un échéancier qui est clair, qui est réaliste pour vous, mais qui est intéressant à ses yeux, qui est plus rapide que ce qu'il avait anticipé, ça va lui parler. Mais souvent, quand ton patron il est pressé, ses échéanciers sont déjà à la moitié plus courts que qu'est-ce que tu as besoin comme temps pour le faire. C'est possible. Nous autres, souvent, ce qu'on conseille, c'est livre de la valeur de façon constante. C'est-à-dire que si ton projet devrait prendre ça de temps,
puis que ton patron te donne ça, divise-les en morceaux de valeur immédiatement consommables, puis commence à en livrer tout de suite, au bout de quelques jours, une semaine. Comme ça, tu lui donnes toujours un peu quelque chose, tu lui donnes l'opportunité de pouvoir réviser qu'est-ce que tu as fait, puis de commenter, puis critiquer, puis de te réajuster. Il se sent important, il y a quelque chose qui est livré, puis toujours, essaie de comprendre c'est quoi son agenda. Donc, comme tu disais au départ, c'est quoi sa nature de patron contrôlant, mais il y a aussi, des fois, c'est un agenda plus large. Ton 3 points ressemble beaucoup à une approche qu'on a développée un peu nous-mêmes, puis qui va faire l'objet d'un podcast aussi. Oui, pour vendre tes idées, essentiellement, c'est essaye de comprendre. Pour vendre n'importe quelle idée à un patron, c'est relativement simple. Okay? Comprends c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire. Okay? Après ça, introduis ce que toi, tu veux amener dans ces objectifs-là. C'est quoi déjà le troisième? Ah oui, que ce soit difficile, voire pratiquement ridicule de te dire non. OK? Ça fonctionne super bien. Ça me semble inspiré de Tim Ferriss. Tim Ferriss, il y a une approche un petit peu comme ça. Vous pourrez aller lire dans la semaine de 4 heures, là, si ça vous intéresse. Ouais. Fait que les quick wins avec ces patrons-là, souvent, c'est porteur. Puis là, il faut juste qu'on ne tombe pas dans le piège. On n'est pas en train de vous dire que c'est juste à vous de vous adapter à votre patron contrôlant, puis que vous êtes à sa merci, puis que vous êtes le seul à devoir faire des efforts. Hein? Ça, pour moi, c'est comme le premier effort de guerre à faire. Et ensuite, une fois que vous avez gagné leur confiance en utilisant les trucs qu'on vous a nommés, bien là, vous allez pouvoir le sensibiliser au fait que hey, vous allez peut-être pouvoir répondre encore mieux à ses attentes et à ses besoins si vous avez plus d'autonomie. Par exemple, votre patron, il a besoin de bien paraître, vous avez identifié que c'était son besoin. À quel point est-ce qu'il pourrait briller plus dans l'organisation si vous aviez moins de reporting à faire puis plus de temps pour faire des wow dans vos projets? Le leader qui a un besoin de perfection, hey, vous auriez bien plus de temps pour vous réviser puis pour porter attention aux détails si vous pouviez espacer vos suivis. Est-ce qu'on peut s'entendre pour une fois par semaine? Hey, puis le temps que ça va me libérer, là, je vais vraiment le mettre pour m'assurer d'avoir un produit fini là, incroyable. Le besoin de se sentir utile ou important, hey, c'est tellement inspirant pour vous d'avoir un gestionnaire qui vous fait confiance, qui vous donne des mandats stimulants. Donc, montrez-lui l'impact que ça a sur vous, combien c'est aidant pour vous quand vous avez de l'autonomie. Et finalement, celui qui veut accomplir des résultats rapidement, ben celui-là, il est facile. Hein? Quelle quantité de travail vous pourriez accomplir de plus si vous n'aviez pas à vous rapporter constamment? Donc, moins de reporting vous aide à aller plus vite. Alors, tout est dans la façon que vous allez le formuler puis mettre l'accent sur le bon gain selon ce que votre patron va chercher dans le contrôle. Et j'aimais bien ce que tu disais tantôt, Maurice. Offrez-lui une période d'essai. On peut-tu essayer un suivi par semaine? On va voir ce que ça donne. On l'essaye une semaine, on l'essaye ou 2. Votre patron ne peut pas refuser ça, là. Qu'est-ce qui peut arriver de si terrible que ça si on essaye quelque chose de nouveau pendant une semaine? Il peut le refuser, mais c'est vrai que surtout si tu vas chercher de l'aide. Donc, quand vous avez des coachs, quand vous avez des supporters à ce genre d'approche-là au sein de l'entreprise, allez les chercher, allez demander conseil, puis qu'eux autres, parce que votre patron ne vous écoutera peut-être pas parce qu'il est payé plus cher. Mais il va peut-être écouter un collègue qui est payé le même prix que lui, ou quelqu'un qui est payé plus cher, ou quelqu'un qui est externe, une voix de la raison qui n'est pas une menace. À ce moment-là, c'est plus facile d'essayer de faire des petites expériences comme ça. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord. Fait que d'aller chercher des alliés. Puis moi, je pense mon dernier truc, là, mon dernier leg aux auditeurs, ça serait peut-être s'assurer aussi d'être un modèle comme employé performant, autonome. Donc, montrez-lui que vous n'avez pas besoin d'être supervisé aussi. Là, respectez vos échéanciers, travaillez bien en équipe avec les gens, soyez un bon employé, un employé qui est constructif et qui apporte de la valeur. Alors, donnez-lui pas de raison de vous contrôler, sinon vous allez juste renforcer ses vieilles croyances, qui est obligé de contrôler son monde pour parvenir à ses fins. On avait les mêmes conseils pour le télétravail, Maurice. Hein? Oui. Ouais. Les grands esprits se rencontrent. Ben, oui. C'est pas super compliqué. Rien de ce qu'on a dit ce soir, rien de ce qu'on a dit ces dernières semaines, nous autres, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. C'est du gros bon sens. Mais c'est du gros bon sens qui ne fait pas dans le traditionnel puis dans le conservateur. Exact. On a été dressés à penser puis à agir d'une certaine façon. Il est temps qu'on se rééduque. Ouais. Mais l'idée, c'est quand on commence à le faire, quand on y va doucement, quand on fait des petites expériences contrôlées, on appelle ça des expériences délibérées, donc on met
un temps, on met des fois un budget, on met certaines ressources là-dedans, puis on dit, OK, bien là, tu as ça pour arriver à un résultat quelconque, puis on va juger qu'est-ce qu'on fait après. C'est la meilleure façon pour se transformer, puis pour apprendre et pour s'améliorer. Oui. Puis on voit ça gros des fois, mais finalement, si on en revient à la loi du 1 un petit pas par jour, comment je peux aller 1 plus loin là, pour me sentir mieux dans mon environnement de travail, pour gagner en autonomie ou pour moi-même devenir un leader qui offre encore plus de latitude à mes employés? Je voulais quand même offrir aux auditeurs, moi, j'ai fait une formation gratuite en ligne de 7 jours pour aider les leaders à développer les facettes visibles de leur leadership. Donc, s'il y a des leaders qui veulent développer leur capacité à faire confiance, des futurs leaders qui disent, moi, déjà aujourd'hui, je veux m'assurer qu'au jour 1, quand je vais être dans mon premier poste en gestion, je vais être capable d'offrir la latitude que mon équipe a besoin. Je l'offre finalement, c'est sur mon site web. Donc, peux-tu nous rappeler l'adresse de ton site web? Oui, talentsy.com. Quand vous arrivez sur le site, la première chose que vous allez voir, c'est la formation. Si c'est gratuit, ça rentre 100% dans nos valeurs. Ça va nous faire plaisir de mettre le lien dans la description du vidéo et du podcast. Myriam, ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup, beaucoup d'être venue et d'expliquer à des managers de tous les niveaux comment on fait pour ne plus être les managers qu'on ne voulait pas avoir quand on était plus jeune et qu'on commençait. C'était vraiment un plaisir. Si tu veux venir nous parler en prenant l'angle d'une autre tendance, tu vas être la bienvenue, Myriam. Ça fait vraiment plaisir de te parler. Et on invite tout le monde à aller voir ton site, talentfou.com. Et puis, tu es aussi accessible via LinkedIn. Bien sûr, absolument. Parfait. Fait qu'on va s'assurer que les gens ont accès à toi sur notre propre page LinkedIn. Bien, c'est génial. Ça va me faire plaisir de revenir vous voir. Alors, s'il y a des auditeurs qui veulent m'entendre sur un sujet particulier, qui trouvent qu'on a une belle dynamique à trois puis qui aimeraient nous entendre réfléchir sur un sujet précis, on pourrait certainement les entendre et en tenir compte dans le choix du prochain sujet parce qu'on ne fait pas de fausses consultations, nous. Hein? Oui, effectivement. J'embarque. Ben, merci beaucoup, Myriam, et merci, Maurice. Bye-bye, les pirates. Ciao, les pirates. Bye, les pirates. À bientôt. Maurice.